Moi, par exemple, on m'a dit « David, jamais tu réussiras dans le métier parce que t'es trop jeune ». Est-ce que c'est factuel? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui m'ont pas ouvert des portes parce que j'étais trop jeune? Oui. La visualisation, c'est sexy parce que ça vend l'idée que sans effort, tu vas pouvoir réaliser des grandes choses. Je dirais que pour moi, le plus grand frein qu'on vit tous, que je vis encore, qui fait vraiment réfléchir, c'est la notion d'impuissance apprise. Un des plus grands facteurs prédictibles pour casser l'impuissance apprise, c'est que Bonjour David. Salut à toi. Donc déjà, est-ce que pour les personnes qui nous écoutent et qui peut-être te connaissent pas encore, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites? Yes, donc moi ce qui me fascine, c'est qu'est-ce qui fait que deux personnes qui ont la même enfance, le même corps, la même histoire, vont se créer des trajectoires de vie très différentes. Et donc depuis, tu vois, en 2010, quand j'avais pris un calepin, je me suis dit c'est quoi mes plus grands rêves, c'était de rencontrer les meilleurs de plein de domaines différents et décortiquer comment ils faisaient. Donc depuis, j'ai pu réaliser plein de fois ce rêve-là. Donc je vais à la rencontre de sportifs de haut niveau, artistes, entrepreneurs, producteurs. J'adore la vidéo clairement. Et j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur tête, c'est quoi leurs habitudes, comment ils mangent, comment ils dorment, comment ils gèrent la difficulté, le challenge. Et avec cette idée qui m'a toujours inspiré de « je suis votre cobaye », c'est-à-dire l'idée de « je vais essayer de faire la synthèse de ce qu'ils font, tester sur moi et ce qui marche sur moi, essayer de le repartager ». Mais alors tout de suite là, par rapport à ce que tu viens de dire, ça me fait penser quand même à un concept dont on entend pas mal parler dans le coaching, qui est la visualisation. Où j'avais l'impression de l'extérieur que quand même la visualisation, c'est justement et ce rêve-là, incroyablement grand, parce que c'est en le visualisant qu'il va devenir réalité. Le fait de se placer ce rêve extrêmement grand, parfois ça fait trop peur et du coup ça nous immobilise. Et d'un autre côté, si jamais tu ne l'imagines pas, ça ne pourra jamais devenir réalité. La réussite, c'est un monde de nuances. En réalité, moi je suis partisan du rêver grand. Mais il y a une différence entre rêver grand et fantasmer que ça aille vite, que j'obtienne que de la reconnaissance et encore une fois, y aller pour les mauvaises raisons. Pour moi, le but d'un rêve, il est là pour t'inspirer. Je rêve grand, je me donne aucune limite à mes rêves. Par exemple, un de mes rêves, c'est qu'on fasse un documentaire pour Netflix. Il y a une différence entre rêver ça dans mon cœur et me dire, il faut que ça soit fait dans 3 mois. Il faut que ça soit fait dans 6 mois pour prouver quelque chose et enfin exister. Pour moi, le but d'un rêve, c'est de me donner de l'énergie au quotidien. Donc c'est différent, déjà, visualiser et rêver grand. J'encourage à rêver grand avec aucune date posée. Voilà ce qui m'inspire, voilà ce que j'ai envie de faire dans le monde, voilà quelle cause j'ai envie de créer, voilà ce que j'ai envie d'apporter aux femmes, peu importe. Après, ça c'est le grand rêve. Il y a une différence entre le grand rêve et ce que je vais me donner comme objectif à 1 an, à 6 mois, à 3 mois, à 1 semaine. Maintenant, l'autre aspect par rapport à la visualisation, c'est que les études scientifiques, elles montrent, il y a plein de tests qui ont été faits là-dessus. La visualisation, c'est sexy parce que ça vend l'idée que sans effort, tu vas pouvoir réaliser des grandes choses. Ils ont testé, ils prennent 3 groupes de personnes et ils leur demandent, tiens, c'est quoi un rêve important pour toi? Ça peut être arrêter de fumer, perdre du poids, rencontrer quelqu'un, peu importe, un voyage. Ils prennent 3 groupes de personnes. Premier groupe de personnes va visualiser tous les jours que l'objectif est atteint en ressentant ce que ça fait de l'avoir atteint. Donc visualisation classique. Deuxième groupe de personnes, le groupe de contrôle, pour voir ce que ça donne si on donne aucune instruction. Ils choisissent pareil leur rêve, mais on leur donne aucune instruction. Le troisième groupe, ils vont faire quelque chose qui est fascinant. Je vais revenir juste après. En fait, on se rend compte que entre les 2 groupes, les 2 premiers, le groupe de contrôle réussit plus que ceux qui ont visualisé l'atteinte de leur objectif. Pourquoi? Parce que notre cerveau limbique ne fait pas de différence entre passé, présent, futur, réel ou imaginaire. Et le problème, c'est que, tu vois, par exemple, le désir, que ce soit le désir sentimental, sexuel, le désir d'acheter quelque chose, il est généré par le fait d'imaginer quelque chose que tu n'as pas. C'est difficile de désirer quelque chose que tu as. Tu désires ce que tu n'as pas. Quand tu visualises que tu as atteint l'objectif, tous les jours, au bout d'un moment, ton cerveau, il considère que c'est fait. Et donc, tu te retrouves à avoir des étudiants qui se mettent à bosser moins les cours, à des personnes qui, du coup, font moins attention aux caloriques de la journée ou au sport qu'ils ont fait. Parce qu'en fait, c'est fait. Et paradoxalement, ils atteignent moins leur objectif que le deuxième groupe. Le troisième groupe, ils explosent les 2 premiers.
Comment ils vont faire? En fait, ils vont faire un mix entre un peu du premier, mais avec quelque chose qui est très différent. C'est-à-dire que on va leur dire, OK, qu'est-ce que tu veux réaliser? Par exemple, je veux me sentir plus légère dans mon corps, avoir tel physique, peu importe. Visualise-le. Mais en plus de cette visualisation sur l'objectif, de qu'est-ce qui t'inspire et de le ressentir, qui a pour objectif finalement uniquement de te donner de l'énergie, de créer l'énergie, mais pas juste avoir l'énergie, et ensuite basculer sur une deuxième étape qui est ce qui a été popularisé sous la forme de pré-mortem. Donc tu vois, la morgue, on a le post-mortem qui consiste à essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que quelqu'un est mort. Le pré-mortem, c'est l'inverse, c'est de se dire si la personne mourait, qu'est-ce qui ferait qu'elle mourrait? Donc on l'utilise par exemple pour protéger les présidents. Et on va lister tous les scénarios possibles. Et en face de chaque scénario, imaginez ça pourrait être quoi la solution, parce qu'on ne veut pas qu'ils meurent. Et là, on va leur demander de visualiser, une fois qu'ils ont visualisé l'objectif atteint, d'imaginer que l'objectif n'est pas atteint de manière très neutre, donc pas émotionnelle. D'imaginer tout ce qu'ils pourraient faire qui ne soit pas atteint, et en face, si ça arrivait, qu'est-ce qu'ils feraient? Et en fait, ce groupe-là, ils explosent le premier groupe. Pourquoi? Parce qu'ils vont être plus clairs sur eux-mêmes. Par exemple, tu vois, moi, quand j'étais étudiant, si tu me mets un pote dans la salle, je ne peux pas bosser. En pré-mortem, je vais m'en rendre compte. Je vais me rendre compte que si je veux performer, il faut que j'ai du temps seul. Ou alors que j'ai quelqu'un qui soit bien meilleur que moi pour me recadrer. Et sinon, si je ne fais pas le pré-mortem, je ne vais pas être attentif à un trait de ma personnalité qui fait que je peux être concentré dans ce contexte-là et à l'inverse, pas du tout concentré. Tu vois, j'ai une nana chirurgienne qui était en train de vouloir développer une autre activité autour des dents. Elle me donne son objectif, elle est hyper motivée, hyper excitée. Question de pré-mortem, de fin de coaching, je lui dis qu'est-ce qu'il pourrait faire? Que la prochaine fois où on se voit, c'est pas fait. Et là, d'un coup, elle s'arrête, elle me dit non, mais c'est bon, je suis bien. Mais là, elle confond l'excitation qu'elle a maintenant, parce qu'on l'a visualisé, avec la réalité de sa vie. Je dis non, mais je sens l'énergie, tu as envie, c'est top, mais qu'est-ce qu'il pourrait faire que peut-être tu le réalises pas? Et là, elle s'arrête, elle me dit c'est vrai que j'ai mes 3 filles, je sais plus, elles avaient entre 2 et 6 ans. Et elle me dit pendant tout le temps de préparation de vidéos et de tournage, elles risquent de me déranger ou de pas comprendre et moi de culpabiliser. Je dis ok, super, comment on gère ça? Et on a pris 5 minutes à brainstormer. Elle me dit en fait, je vais leur dire ce soir que maman elle a un défi de 3 mois pour les vidéos. Je vais voir si je peux même les impliquer dans le projet. Elle m'a fait un SMS vers Noël. Elle m'a dit David, j'ai fait plus de vidéos que prévu, mes filles ont adoré. Pourquoi? Parce que j'ai eu une conversation, je les ai embarquées avec moi. Elle n'a pas été, comme disent les Américains, tu vois, delusional. Elle a fait face à la réalité de sa vie. Et il y a plein d'études là-dessus qui montrent que, en fait, c'est ce qu'on pourrait appeler la double pensée. Moi, je ne crois pas à la pensée positive, tout comme je ne crois pas à la pensée négative. Je crois au fait que le cerveau, la vie, franchement, c'est le fruit de millions d'années d'évolution. Si on est capable d'être pessimiste, moi, je ne pense pas que ça soit un hasard, tu vois. Ça a un attribut. Par contre, je crois, tu vois, que c'est un peu comme on a une palette de couleurs. Et le bleu, le jaune, c'est super. Le noir aussi, c'est top. Ce qui est top, c'est d'utiliser ces couleurs dans le bon contexte et dans la bonne séquence. C'est exactement comme il y a plein de bouquins sur la valorisation. Et moi, j'ai été addict à ça, tu vois. Il faut valoriser les autres. En tant que manager, il faut valoriser. En tant que parent, tu as l'éducation positive. Et moi, j'ai été fan de ça. D'ailleurs, si tu regardes mes vidéos d'avant, là, je contredis le David d'il y a 4 ans, par exemple. Il y a que les abrutis qui changent pas d'avis. C'est ça, exactement. Moi, je le vois bien. Parfois, le plus beau cadeau que je peux faire à quelqu'un de mon équipe, même pas pour moi, le plus beau cadeau que je peux lui faire, c'est pas de le valoriser, c'est de le challenger. Et encore une fois, si je fais que le challenger, je vais le démotiver. Mais si je fais que le valoriser, je vais pas lui permettre de toucher du doigt ses axes d'amélioration, là où il peut grandir, ou peut-être taper un peu dans son ego pour qu'à un moment donné, il se réveille et qu'il exprime qui il est. Donc voilà, notre cerveau, il a besoin d'un équilibre. Donc c'est l'équilibre, encore une fois. Je rêve très grand, j'agis tout petit. Et si je fais ça, il y a des très grandes chances que je puisse changer ma vie. Si j'ai bien compris ce que tu as dit, c'est que pour toi, il n'y a pas de vrai frein ou de vrai attribut humain qui nous empêche de nous accomplir. Tu as dit, pour moi, s'il y a le pessimisme qui est là dans l'humanité, c'est que ça a bien une valeur. Est-ce que d'après, si j'ai bien compris ta théorie, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de frein, tout est une question de ce qu'on en fait? Ou est-ce que tu as quand même identifié des freins? Tu prends Mimi Mati. Le physique qu'elle a, elle ne correspond pas du tout au standard de ce que c'est une actrice. C'est évident qu'il y a plein de personnes qui ont dû lui dire « Écoute, je ne pense pas que tu sois faite pour réussir en tant qu'actrice parce que voilà, tu n'as pas le corps. » Le plus fascinant, c'est que il n'y a aucun doute que c'est un obstacle, son corps. Le paradoxe de ça, et qui moi me fascine,
c'est que c'est autant certainement le plus gros obstacle, enfin un des plus gros obstacles de sa vie, mais dès lors qu'elle en fait quelque chose, ça peut devenir, à l'opposé, sa plus grande ressource. Moi, par exemple, on m'a dit « David, jamais tu réussiras dans le métier parce que tu es trop jeune ». Est-ce que c'est factuel? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui m'ont pas ouvert des portes parce que j'étais trop jeune? Oui. Plein d'organismes de formation sont pas intéressés à moi, plein de personnes n'ont pas voulu venir en conférence liée à mon âge, même mon oncle m'a dit « Écoute, moi, jamais je viendrai voir quelqu'un de 20 ans de moins que moi, jamais ». Et le problème, il se passait surtout là. C'est-à-dire qu'en fait, factuellement, c'était un problème, mais c'est que moi, dans ma tête, je me disais « Putain, mais oui, c'est vrai, je suis trop jeune, les gens vont pas croire en moi ». J'avais l'obstacle à l'extérieur, mais le vrai problème, c'est quand tu as l'obstacle à l'extérieur plus l'obstacle à l'intérieur. Dans le cas de Mimi Mati, si elle fait partie des seules personnes qui font sa taille à croire que peut-être ça puisse être une opportunité, le problème peut se transférer. Et moi, j'ai des gens, les mêmes personnes, qui, 2010, me disent « David », mais ils sont pas méchants, hein, ils disent ce qu'ils pensent. « David, tu ne réussiras pas parce que tu es jeune », qui 10 ans plus tard ont oublié, me disent « David, mais toi c'est facile, tu réussis parce que tu es jeune ». C'est la victoire ultime. Quand les mêmes personnes te racontent que ce qui était le problème, c'est l'opportunité, c'est que tu as réussi à changer ta propre perception. Moi, j'adore les premières femmes qui ont fait quelque chose. La première femme qui a été pilote d'avion. La première femme qui a été militaire. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête, tu vois? Qu'est-ce qui se passe pour que tu te dises, c'est pas possible pour tout le monde, mais c'est possible pour moi. Et ce que tu te rends compte dans l'histoire, c'est qu'en fait, souvent, c'est adversité à l'extrême. Mais alors, quand elle passe le truc, eh ben, pour le coup, c'est dur au début, mais quand tu perces, eh ben, t'es la seule femme. Et donc, tu sors beaucoup plus du lot. Comme moi, j'étais le seul jeune. Tu vois, je me rappelle, j'avais des sociétés qui vendent des conférenciers, qui m'appelaient pour me placer dans des grandes entreprises. Et je leur disais, mais pourquoi moi? Et je me rappellerai toujours de ce moment où j'ai une boîte, je leur annonce mon tarif, ils me disent quoi? Mais en fait, vous êtes au tarif de sportifs olympiques ou de gens qui ont 30 ans d'expérience. Et je leur dis, mais pourquoi vous m'avez appelé? Et ils me disent, parce qu'on voulait un jeune. Et je dis, mais vous avez quoi comme autre option? Et là, il y a un grand silence et je me marre, la personne se marre et il dit, en fait, non, on n'a pas d'autre option. Je dis, voilà. C'est magnifique, c'est-à-dire que j'ai effectivement galéré pendant 10 ans lié à mon âge, mais après, ça m'a ouvert des médias que je n'aurais pas eu. Il y a des gens qui m'ont reçu en interview, qui ne m'auraient pas aidé si j'avais été plus âgé. Je le vois bien d'ailleurs, maintenant, c'est plus difficile. Ça se compense par la notoriété, mais en tout cas, il y a des gens qui m'ont ouvert des portes. Liées, encore une fois, à mon âge, plus le fait que je m'autorisais à croire que c'était possible pour moi. En fait, pour toi, si je comprends bien, tout est une question d'état d'esprit, quoi. Tout est une question de perception. Donc, il y a des freins, c'est sûr. Mais en tout cas, ton plus grand frein peut se transformer en plus grande opportunité. Ça, c'est magnifique. Je dirais que pour moi, le plus grand frein de tous, qu'on vit tous, que je vis encore, qui fait vraiment réfléchir, c'est la notion d'impuissance apprise. Tu as peut-être déjà entendu parler de la métaphore de l'éléphant. Ça me dit rien. Donc, c'est l'idée que quand l'éléphant il est tout petit, on va l'enchaîner à un poteau. À cette époque-là, la chaîne, c'est une petite chaîne qui est suffisamment solide pour que quand il essaye de se débattre, il puisse pas casser la chaîne. Et donc, lui, il va apprendre avec le temps que ça sert à rien qu'il essaye de s'enfuir et de casser la chaîne. Il va faire, je sais pas combien ça fait, 2 tonnes étant adulte, et il va suffire de l'accrocher avec une chaîne qui est même pas accrochée à un poteau. Il va jamais essayer de se débattre. Et ça s'appelle l'impuissance apprise, c'est-à-dire que j'ai appris à un moment donné de ma vie que telle chose était impossible. Et en fait, l'être humain, il vit exactement la même chose. C'est-à-dire que moi, par exemple, mon père, qui a été abandonné par ses parents, il m'a répété, voilà, peut-être pas la phrase exactement, mais ça voulait dire ça, vivons cachés, vivons heureux. L'impuissance apprise en tant qu'être humain, tu l'apprends par la répétition de phrases familiales, religieuses ou culturelles. Tiens, dans le sujet sur les femmes, fascinante comme étude aussi, là, ça montre vraiment le pouvoir des stéréotypes. Ils prennent des hommes, femmes, couleur de peau, etc. Ils vont faire un test mathématique, le même pour tout le monde. 2 groupes, groupe de contrôle, ils font le test. Deuxième groupe, ils doivent juste remplir un petit questionnaire avant en répondant sur qui ils sont. Et donc c'est hommes, femmes, blancs, hispaniques, etc. Et on se rend compte que le simple fait de leur remémorer qu'elles sont une femme ou 2 couleurs de peau influe sur le score qu'ils vont avoir. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'il y a des personnes de couleur et des femmes qui, peu importe à quel point tu essayes de leur rappeler t'es une femme, t'es de couleur de peau ou t'es une femme de couleur de peau,
aucun stéréotype les impacte. On pourrait revenir derrière, pourquoi? Mais donc, du coup, voilà, ça, c'est l'impuissance apprise. C'est j'ai appris que j'étais pas capable de telle chose. Et le vrai problème, c'est que ça va même pas faire que je vais pas oser. Ça va faire que je vais même pas l'envisager. C'est-à-dire que tu demandes à une femme d'il y a 40 ans, bah, qu'est-ce que tu rêves? Elle va pas te dire docteur. Pas parce qu'elle n'y croit pas. C'est même pas dans son spectre de c'est possible, tu vois. Donc ça, c'est peut-être la plus grande source de limites. Et ça prend plein de formes. Ça prend la forme d'un entrepreneur qui stagne en dessous d'un million et qui essaye de faire plein de choses, qui bosse 80 heures par semaine et qui, quand je creuse, on se rend compte que petit, son père répétait les millionnaires, c'est des gros cons, ils escroquent les gens. Mentalement, il sait que c'est pas vrai. Mais là, il a appris profondément dans son subconscient que être millionnaire, c'est rentrer dans la case de ce que son père condamne. Bah, là, je suis obligée de t'interrompre parce que je pense qu'il y a des personnes qui peut-être se posent la même question que moi. Ça paraît très abstrait en fait. Tu vois, moi, tout de suite, je me dis, mais comment ça, l'entrepreneur qui stagne en dessous d'1 million, le mec est peut-être arrivé à 990 000, enfin, comment ça, parce qu'on lui a répété que les millionnaires, c'était des connards, il va pas poursuivre la même stratégie qui a été gagnante jusqu'ici, jusqu'à dépasser 1,5 million, tu vois. Est-ce que c'est vraiment comme une programmation mentale, tu vois? Est-ce que c'est vraiment, en fait, il va s'auto-saboter parce qu'il croit tellement ça que ça va devenir réalité? Parce que vraiment, je me dis, mais c'est pas possible, le mec, pour le coup, s'il a une bonne stratégie, ça va payer, quoi. Mais il va pas la faire. Parce que c'est-à-dire que la bonne stratégie, par exemple, si tu veux être millionnaire, déjà, un des ingrédients, c'est de t'entourer de millionnaires. Si les millionnaires, c'est des gros cons, bah tu t'entoures pas de millionnaires. Donc déjà, juste là-dessus, ça va avoir un impact. Tu ne lis pas des bouquins écrits par des millionnaires. Enfin, il y a plein de choses que tu ne vas... C'est pas juste un truc mental et magiquement, ça se passe pas. C'est qu'il y a plein de choses que tu vas pas faire dans la stratégie qui font que tu en arriverais là. Si tu prends le vivons caché, vivons heureux, bon là, c'est très simple. Tu ne vas pas publier ta vidéo. Tu ne vas pas t'exposer. Ou alors, tu vas le faire un peu de manière insouciante. Ta famille va arriver, te faire des petites remarques, des petites blagues. Ah ben, you, je vois que ça se la pète. Mais si ça, c'est une blessure profonde et que tu as un corps, et c'est normal, c'est la peur la plus ancestrale et qui est prouvée comme la plus grande de l'être humain. La plus grande. C'est pas la peur de l'avion, c'est pas la peur de la plus grande de l'être humain. C'est être éjecté du cercle social. Pourquoi? Parce que tu es en préhistoire, tu es éjecté de ton cercle, tu meurs. L'être humain, depuis la préhistoire, ne peut pas survivre tout seul. C'est-à-dire qu'elle est saine, cette peur. Aujourd'hui, et c'est ça qui est complexe, c'est que notre cerveau, il reste quand même très similaire à l'homo sapiens sapiens de la préhistoire, mais les contextes sont différents. C'est-à-dire que c'est ça qui est incroyable, c'est qu'à l'époque, ne serait-ce que nos grands-parents, bah, ils ont fait combien de jobs? Généralement, maximum un. Ils ont eu combien de couples différents? Souvent un. Les mêmes amis d'enfance, la ville d'enfance, donc ça veut dire les amis d'enfance, les collègues d'enfance, toute la même chose. Mais là, la nouvelle génération, c'est différent. C'est-à-dire que même si ta famille, elle ne comprend pas ton rêve, si tes amis ne comprennent pas ton rêve, même si ta ville ne comprend pas ton rêve, même si ton pays ne comprend pas ton rêve. Moi, il y a 10 ans, les gens ne comprenaient pas mon rêve. Mais quand je suis allé aux États-Unis, franchement, ça a été une guérison. C'est-à-dire que je suis passé de France à dire je veux faire du coaching et les gens, ah, c'est quoi ce truc bizarre? Ah oui, tu veux aider les losers qui veulent faire de la psychologie. Aux États-Unis, je me souviendrai toujours, je suis arrivé là-bas, j'en ai parlé au taxi. Le taxi, le mec, il m'a dit trop bien, c'est génial, vas-y, tu vas tout déchirer. J'ai eu des gens qui, pour moi, étaient inaccessibles, qui m'ont ouvert des portes. Aujourd'hui, la différence de l'homme préhistorique, c'est que tu peux sortir de ton cercle social et te créer un autre cercle. Tu peux te créer un autre environnement virtuel. Tu vas sur LinkedIn, tu vas sur Twitch, tu vas sur des forums et tu peux te créer un environnement de gens qui aiment la littérature, qui aiment l'écologie, qui aiment le féminisme, qui aiment l'entrepreneuriat. Un des plus grands facteurs prédictibles pour casser l'impuissance apprise, c'est qui tu côtoies. C'est-à-dire que tu mets une femme qui doute qu'en tant que femme, elle peut être docteur, et tu lui fais passer 3 ans avec des femmes qui doutaient qu'elles pouvaient et qui sont devenues docteurs, franchement, il va se passer que 2 phénomènes. Soit c'est trop dur pour elle à digérer, et elle va d'elle-même sortir du groupe, ou alors, tranquillement, hop, elle va se dire, mais en fait, c'est possible. Elle va commencer à s'imaginer qu'un jour, elle est docteur. Ça, c'est déjà bon signe quand elle commence à se voir. Je peux être docteur un jour. Et puis, elle va avoir des conversations qui vont lui donner des stratégies, et ça plus le réseau, et ça va se faire. Mais la plus grosse source d'autosabotage, c'est qui tu côtoies, et du coup, indirectement, auprès de qui tu te nourris aussi.
qui tu lis, qui tu regardes à la télé. Donc ouais, la plus grosse source d'auto-sabotage, c'est les croyances que tu as acceptées. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as réussi à comprendre et peut-être, est-ce que tu peux nous partager les dénominateurs communs des personnes qui ont accompli des choses, qui sont épanouies dans ce qu'ils font? Quels sont un peu les dénominateurs communs de ces personnes-là? C'est dur d'avoir de la chance sur 40 ans de carrière ou sur 10 ans de carrière. Coluche disait tous les artistes ont de la chance, mais il y en a qui n'étaient pas là quand elle est passée. En tout cas, c'est pas tout le monde qui est capable de saisir de la chance sur 40 ans. Si on prend ces gens-là, déjà, t'en trouveras pas qui réussissent sur 30 ans, qui font pas ce qu'ils aiment. Je veux dire, c'est pas possible. Einstein, scolairement, c'est pas incroyable. Il est bien sûr brillant, mais il est pas parmi les meilleurs. Ses parents s'inquiètent scolairement. Depuis petit, il joue avec des aimants. Et ça le fascine. Comment ça se fait que deux éléments séparés physiquement puissent avoir une influence sur l'autre, l'un sur l'autre? En fait, les forces magnétiques le fascinent. Marie Curie passe devant un laboratoire, elle voit de la chimie, elle se dit « Waouh, c'est incroyable !» Petite. Et en réalité, depuis petit, on a des passions. On ne veut pas les reconnaître parce qu'on les juge, parce que la société les juge. Parce que la société dit qu'on ne peut pas vivre, quand tu es né dans une famille d'avocats, on ne peut pas vivre en tant qu'artiste. Et parce qu'on accepte ça. Donc, ce que j'observe chez les gens que j'interviewe, qui me fascine, c'est ils font ce qu'ils aiment. Mais le plus gros de ça, c'est leur croyance. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade comment, encore une fois, avec la même enfance, la même histoire que leurs cousins, des fois que leurs jumeaux, ils ont une vie différente et comment à un moment donné, ils vont s'autoriser à se dire c'est ok, c'est possible pour moi, je vais être la première femme justement à faire ça, je vais faire ce truc-là. Le paradigme mental, le modèle du monde que la personne a, c'est l'élément le plus prédictible de la réussite de quelqu'un. Je te parlais tout à l'heure de l'étude sur les stéréotypes. Qu'est-ce qui se passe chez ces gens qui, peu importe qu'on leur rappelle qu'il y a un stéréotype et qui pourtant ne sont pas influencés, d'ailleurs même certains d'entre eux, motivés par ça. C'est ce que Carol Dweck, qui est pareil, une femme que j'admire énormément, qui a popularisé avec son livre Mindset, la notion de mindset de croissance. Ce qu'elle montre, c'est quoi? C'est que ce qui est le plus prédictible de la réussite de quelqu'un, c'est son rapport à l'échec, à la critique, au regard des autres. Là où la majorité des gens, dont moi je faisais partie, un échec veut dire que je suis nul. Avoir une critique implique que je ne vaux rien ou que je ne suis pas à la hauteur. Dans la personne qui a un mindset de croissance, ou en anglais growth mindset, ça veut dire que c'est une opportunité d'apprendre. Ça me montre que j'ai encore potentiellement à travailler. C'est une opportunité de prouver que les gens ont tort. Et en tout cas, ça ne me définit pas du tout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle montre que face au même événement, la personne qui est en mindset limité va avoir tendance à perdre la motivation, va avoir tendance, si on prend sur les enfants par exemple, à dire « Ah, j'ai pas aimé l'activité ». Là où l'enfant qui a un mindset de croissance, dans l'adversité, il va dire qu'il a aimé ça, il a envie de continuer, il a tendance à persévérer plus longtemps et forcément avoir un score qui est plus élevé. Donc souvent, on voit la fin de l'histoire en disant « Tiens, ils ont réussi », mais on ne se rend pas compte en amont que la personne qui a ce mindset-là, pour qui l'échec, la critique ou l'erreur ne la définit pas, du coup lui permet d'essayer beaucoup plus souvent. Jeff Bezos le dit lui-même, le secret d'Amazon, ils appellent ça l'expérimentation délibérée, c'est le nombre d'expériences qu'ils font. Wall-E, le film, ils ont créé, je crois, 100 000 storyboards. C'est des gros malades. Encore une fois, souvent, c'est avant comme ça que je le voyais, et c'est pour ça que Carol Dweck, c'est hyper intéressant. Souvent, on arrêtait la réussite, ils ont persévéré. Mais ce que j'adore avec Carol Dweck, c'est qu'en fait, c'est pas la racine. Persévérer, c'est la conséquence. Parce que sinon, tu te dis, il faut que je persévère. Mais en fait, pourquoi ils persévèrent? Parce que c'est un projet qui a du sens et qu'ils aiment. Et qu'ils ont un modèle de croyance qui fait qu'échouer veut juste dire, continue, forme-toi, apprends, entoure-toi. Ils persévèrent pas parce qu'ils sont plus persévérants. Parce qu'ils aiment ce qu'ils font, parce que ça a du sens et parce qu'ils ont un rapport différent à l'échec. La bonne nouvelle, et on pourrait continuer, c'est que pour ceux qui auraient, comme moi, un mindset tellement limité à l'époque où je t'aurais dit « Ouais, mais du coup, t'en as qui naissent avec un mindset de croissance », la bonne nouvelle de la recherche de Carol Dweck, c'est que exactement comme l'éléphant à qui on a pu apprendre à ne pas cesser de se débattre quand il a une chaîne, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut désapprendre ce qu'on a appris. L'impuissance apprise, c'est pas quelque chose d'immuable et de définitif, en tout cas pour l'être humain. Enfin voilà, donc faire ce que t'aimes, faire quelque chose qui a du sens pour toi et pour les autres, qui va apporter aux autres souvent, qui va contribuer aux autres. Avoir un état d'esprit où l'échec, l'erreur
et la critique deviennent ressources, pas forcément agréables, mais deviennent ressources, te motivent, et le voir comme une source d'énergie. D'ailleurs, Stanford a fait des études là-dessus chez les enfants. Le simple fait d'éduquer les enfants sur le fait de leur dire, vous savez mes petits bouts de chou, quand c'est dur et que c'est challengeant, en réalité, votre cerveau, il croît dans le sens croissance. Et donc du coup, la prochaine fois que vous aurez peur en parlant en public, eh ben, rappelez-vous, ça veut dire que vous êtes en croissance. Et ben, le simple fait d'éduquer plusieurs fois les enfants en leur disant inconfort égale croissance, ils voient les enfants développer leur mindset de croissance et avoir plus de courage. Ce qui fait que tu vas malgré la peur, c'est que tu te dis, comme moi quand il s'agissait d'aborder une nana ou ma chérie, c'était de me dire, ça peut faire mal, mais ça va me faire grandir. Si tu veux avoir encore plus d'impact dans la vie des gens, que ce soit ta famille, ton entourage, tes équipes, tes clients, tes patients, c'est possible. Tout ce que tu viens de voir s'apprend. Il te manque simplement la technique et spécialement le protocole que j'ai mis des années à créer qui me permet d'avoir cet impact. Et bien sûr, la pratique pour devenir un coach d'exception ou un meilleur parent, un meilleur conjoint, collaborateur, entrepreneur, manager. Et tout ça, tu peux l'apprendre avec nous dans notre école de coaching. C'est ce qu'on appelle le coaching profond, en opposition avec un coaching de surface, un coaching qui a vraiment un impact. Et si tu veux apprendre le coaching pour en faire ton métier, j'ai envie de t'offrir quelque chose qui te fera gagner énormément de temps et d'énergie. Il s'agit de 3 erreurs que j'ai identifiées et qu'il faut absolument éviter avant de lancer son activité de coach, ou même d'ailleurs si tu l'as lancé, au risque de ne jamais t'épanouir dans ce métier et de ne jamais en vivre. Si t'es déjà coach, ça s'adresse aussi à toi, car ces 3 erreurs peuvent te permettre de sortir du lot et de te différencier des autres coachs. Clique sur le lien juste ici et réserve ta place pour un webinar exclusif qui t'apportera énormément de valeur.